Voilà, je vais démarrer. Donc à nouveau, bienvenue à toutes et tous. Nous sommes au 4e jour du déconfinement. Je suis moi dans les locaux de Service Plan à Paris, on va dire. Donc là, peu à peu, les choses vont se remettre en route. Cette 4e session, merci Carole de passer à la slide suivante, va être consacrée au retail et notamment au nouveau retail. Bien évidemment, ces 2 mois qui se sont passés ont accéléré un certain nombre de questionnements, de pratiques différentes sur notre manière de fonctionner sur le retail. On a vu à quel point l'enjeu du e-retail, du e-commerce était devenu important, à quel point les retails non essentiels, on va dire, ont été impactés, évidemment, par ces deux mois. Il est temps de repartir à l'attaque. Donc, voilà, on va avoir un certain nombre d'expériences partagées. Merci Carole pour la 3e slide. 3 intervenants aujourd'hui. Carole Giroux, qui est directrice générale de Service Plan Lyon et qui va nous parler de son expérience, puisqu'elle a une énorme expérience retail, et notamment de Monsieur Store. Marianne Lebihan, qui travaille chez Service Plan Solutions et qui va nous parler de notamment store staging, une manière de, dans ces périodes un peu compliquées où l'argent est pas toujours présent, d'avoir une solution agile et très innovante pour rénover son offre physique. Et Pierre-Emmanuel qui va nous parler d'outils modernes qui peuvent être utilisés dans la vie mortard, on va dire, réel du retail, mais aussi dans une autre manière de travailler, on va dire, les accès à du service, à de la relation du retail demain. Carole, je te passe la parole. Oui, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour aborder ce sujet passionnant qui est le retail. Donc, on va dérouler ensemble différents sujets et on va commencer par un premier point de bilan et perspective. Est-ce que donc on est donc aujourd'hui pour essayer d'identifier quel a été déjà le chiffre d'affaires des magasins du commerce sur le mois d'avril, avec une chute de 94% sur le mois d'avril et en cumulé du 1er janvier au 30 avril avec une chute de 37%. Donc, un business qui, comme on peut le constater, s'est effondré. On parle du on et du off et donc du développement du online, mais malgré la progression significative du online, le commerce, de manière générale, le commerce de détail, qu'il soit off ou on, en termes de prévision, selon le cabinet Forrester, devrait chuter de 56 milliards d'euros en 2020, donc une baisse estimée de plus de 10%. Bien évidemment, vous l'aurez constaté, hein, dans ce contexte, on avait déjà une forte tendance au développement du e-commerce. La crise du Covid a été un fantastique accélérateur de l'accès au e-commerce et a contribué à convertir de plus en plus de Français au e-commerce, puisque pendant le confinement, le taux de pénétration du e-commerce a effectivement atteint un record historique, puisqu'on est à près de 89% de taux de pénétration du e-commerce auprès des Français. Avec un point déterminant, on a du recrutement, bien évidemment, puisque 6% des Français ont pour la première fois fait leurs courses alimentaires sur Internet pendant le confinement, que ces Français sont, en termes de profil, on évolue vers des classes en tranche d'âge plus élevées, puisque 37% d'entre eux sont des retraités. Et fait important, 6% des Français sont prêts à abandonner leur enseigne favorite pour celle découverte pendant le confinement, en particulier en e-commerce, et ce chiffre monte à 12% sur la population des 24-35 ans. Alors, quand on constate ces points-là, on se dit, mais avec la fin du confinement, dans quel état d'esprit sont les Français ? Est-ce que cette tendance de fond vers le e-commerce va se confirmer ? Eh bien, a priori, oui, puisque selon une étude Kantar, 9 consommateurs sur 10
continueront à faire leurs achats en ligne à la fin de la crise sanitaire, et ce, tout type de commerce confondu, tout secteur confondu, bien évidemment l'alimentaire, mais aussi tout ce qui concerne le sport, la mode, l'hygiène, la santé, la beauté, tout ce qui est articles électroniques, informatiques et également décoration et aménagement intérieur. Donc c'est une véritable tendance de fond avec, en regard de cette tendance de fond vers le e-commerce, également une vraie question sur quels vont être les comportements, quels vont être nos comportements quant au fait de consommer, surconsommer ou ralentir notre consommation. De manière très claire, on assiste, et en termes d'intention, 47% des Français espèrent retrouver rapidement le plaisir de consommer, donc retourner vers une consommation importante, celle des mois précédant la fameuse période du 16 mars. Mais on a plus de la moitié des Français qui souhaitent ralentir leur consommation, qui d'une certaine manière ce sont, en s'habituant à moins consommer de manière contrainte et forcée, finalement, on en tiré un enseignement, une conséquence qui est de se dire finalement, est-ce que j'ai toujours autant envie de consommer? Est-ce que je peux peut-être me passer de certaines choses ou d'étaler plus mes achats? Et donc ça, c'est un point que, en termes de retail, on doit absolument prendre en compte, puisqu'il faut effectivement trouver le moyen de regagner le cœur, d'une certaine manière, des consommateurs. Avec, dans les points que vous avez tous pu constater récemment, c'est cette évolution vers une priorité au Made in France. Alors, c'était déjà une tendance qui commençait à apparaître. Celle-ci est devenue, je dirais presque un postulat, puisqu'aujourd'hui, le Made in France est un objectif pour 83% des Français. Alors, avec une dimension, bien évidemment, de solidarité pour soutenir l'économie pour 87% d'entre eux et pour soutenir les producteurs en difficulté pour 89% d'entre eux. Donc, associé au Made in France est associée également cette dimension de privilégier le local pour soutenir l'activité locale à proximité de moi. Et c'est un point qui sera aussi important à prendre en compte pour les retailers, parce que ça va avoir une influence sur la perception, et on le verra plus tard, qu'ont les consommateurs de leur marque, de leur enseigne. Et donc cette tendance de fond du Made in France et du local va être un driver pour les mois à venir. Et je ne sais pas si vous avez constaté, mais sur toutes les campagnes de publicité de ces dernières semaines, le label Made in France est revenu sur les spots, les voix off ont été modifiées avec la mise en avant du Made in France. Alors, dans une tendance de baissière, si l'on peut l'appeler ainsi, aujourd'hui, plus que jamais, anticiper est une question de survie, et donc pour illustrer ce point, on va partager avec vous l'expérience d'un réseau qui est un réseau d'une centaine de points de vente spécialisés dans l'aménagement, la rénovation de la maison, qui est le réseau Monsieur Store, qui, dès le départ, dès le 16 mars, a mis en place et s'est mobilisé pour continuer absolument à soutenir son activité et pour pas avoir une chute violente de son chiffre d'affaires, ce qui d'ailleurs a porté ses fruits, puisque aujourd'hui l'ensemble du réseau a pu maintenir son activité, alors que, comme tout le monde, le 16 mars, les showrooms ont fermé, et bien évidemment, puisqu'il s'agit de rénovation de la maison, les chantiers se sont arrêtés. Donc, dès ce moment-là, a été mis en place
des actions de communication immédiate avec premièrement une priorité qui est d'informer ses clients et les consommateurs, qui est aujourd'hui un élément absolument essentiel, c'est-à-dire de tenir au courant presque en temps réel ses clients et sa communauté, avec l'envoi bien évidemment d'actions d'emailing, de newsletters sur les fichiers. Dès début avril, trouver des solutions pour relancer l'activité, c'est-à-dire passer de présence en showroom physique, de visite en point de vente, à des solutions de réponse aux clients via des systèmes de visioconférence, des systèmes de partage de photos. Et en communication, l'augmentation très forte de la présence à la fois auprès de sa communauté avec multiplication des posts Facebook dans un sens d'accompagnement, de conseils, envoi de newsletters pour également accompagner les clients et les consommateurs dans leur vie à la maison, et la relance des campagnes online, à la fois d'achat de mots-clés et à la fois en display, pour continuer à alimenter le creuset des contacts pour l'ensemble des showrooms Monsieur Store, qui, comme je vous l'ai dit, sont une centaine. Mais dès ce moment-là, un travail sur le plan de relance, c'est-à-dire qu'à un moment où effectivement il n'était pas identifié à quel moment nous aurions le déconfinement, si on peut utiliser ce mot, préparation d'un plan de relance pour être prêt dès que l'annonce sera faite. Donc, il y a eu toute une période effectivement d'anticipation qui a permis au mois de mai, c'est-à-dire dès le 11 mai, de pouvoir lancer à la fois augmenter la communication online en termes de la communication payante, hein, avec renfort des campagnes de mots-clés et de banniering, mais également le lancement d'une opération de fidélité auprès des clients et le lancement d'une action que l'on peut qualifier de presque d'opportuniste pour se servir de l'attachement au local auprès des mairies et des collectivités pour leur faire des offres, pour les inciter à entrer en contact avec chacun des Monsieur Store du réseau, pour avoir d'ores et déjà à disposition également une opération de conquête, c'est-à-dire pour conquérir de nouvelles clientèles, qui sera mise en place dès fin mai, soutenue par une campagne publicitaire en radio et par des actions locales qui vont de la distribution en boîte aux lettres en passant par du média local. Ceci pour vous dire que dans des situations tendues comme la nôtre, comme celle que l'on vient de vivre et que nous vivons encore, l'anticipation et l'agilité sont indispensables pour pouvoir être prêts et accompagner et suivre les consommateurs et les clients pour qu'ils soient toujours en lien avec la marque, avec l'enseigne et bien évidemment avec les points de vente lorsqu'ils rouvrent. Alors, ces points de vente, ces réseaux, qui donc ont été tous fermés pendant près de 2 mois, comment faire en sorte que les consommateurs reviennent dans les points de vente et en intégrant les nouvelles attentes, les nouvelles aspirations, voire les nouvelles contraintes. Donc, comment finalement renforcer l'expérience en point de vente pour que le point de vente reste toujours un passage, un lieu de consommation en complément du online et non pas en opposition au online. Et pour ce faire, l'objectif, c'est de renforcer l'expérience vécue par le consommateur en point de vente. On a pour renforcer, enrichir l'expérience en point de vente,
4 axes de réflexion. Le premier, eh bien, malheureusement, il est directement lié aux contraintes de distanciation, aux contraintes sanitaires, aux contraintes de préservation de notre santé à tous. Et il est d'atténuer la peur et de favoriser la sérénité. Atténuer la peur, certains, vous avez vu, ont décidé de moins consommer. Certains ont peur de retourner dans les magasins. Donc, il faut effectivement mettre en place, et tous les points de vente ont mis en place les mesures barrières nécessaires. Mais cette peur ne va pas disparaître du jour au lendemain et il va rester un fond. Et donc, on doit trouver le moyen d'associer apporter au consommateur un confort, une sérénité lorsqu'il vient en point de vente. Et pour ce faire, l'informer et le guider est plus que jamais nécessaire, c'est-à-dire faire que les points de vente soient également des lieux d'information, des lieux d'orientation, donc une réorganisation des espaces, accélérer bien évidemment le sans contact qui va s'orienter pour devenir au final peut-être la norme, avec certains magasins qui aujourd'hui sont des magasins sans caisse pour éviter au maximum les contacts, avec le système du mobile PNGo. Donc une tendance où on a d'un côté une nécessité d'informer, de guider le consommateur, de faciliter sa circulation dans le magasin, de mieux l'organiser et également d'accentuer et d'accélérer le développement du sans contact, qui était une tendance mais qui va aujourd'hui être encore plus déterminante. Deuxième élément, renforcer l'attachement à la marque. Alors, renforcer l'attachement à la marque, ça passe bien évidemment par faire exister la marque, mettre en place bien sûr des actions de communication, mais renforcer l'attachement à la marque passe également par la compréhension et l'intégration des nouvelles aspirations des consommateurs autour d'une attente de marques plus solidaires et plus ancrée, plus citoyenne, plus ancrée dans le local. Donc, c'est apporter bien sûr de nouveaux services, comme par exemple le click and collect, mais c'est aussi mettre en place des opérations qui dépassent simplement l'activité commerciale, solidaire, en cohérence avec son activité. Si on prend par exemple Decathlon, pendant le confinement, a dépassé le côté commercial, est devenu, en apportant des services hors point de vente, le référent en matière de sport. Si on pense par exemple à des réseaux de libraires ou des réseaux d'optiques, mettre en place des opérations solidaires auxquelles on associe sa communauté de clients, eh bien, est un moyen de renforcer l'attachement à la marque et de donner une raison de plus de venir en point de vente pour rapporter par exemple des livres que l'on pourra ensuite, que l'enseigne pourra ensuite distribuer à des EHPAD ou à des associations. Donc c'est créer, faire du point de vente également un lieu de partage, un lieu solidaire. Mais ce point de vente est si on le met en complémentarité du e-commerce, est un lieu pour vivre des émotions. Pour vivre des émotions, et ce lieu doit être un lieu qui doit réenchanter le shopping en travaillant sur deux leviers. Un premier levier qui est un levier lié au marketing sensoriel, qui est lié à l'odeur, qui est lié à l'ambiance visuelle, qui va être de plus en plus déterminant pour réenchanter le moment vécu dans le magasin, et qui est également un lieu
dans lequel on va valoriser, scénariser, théâtraliser le shopping avec des approches de showrooming, et vous verrez tout à l'heure, Marianne abordera ce sujet avec vous, pour permettre aux consommateurs de vivre de nouvelles expériences et surtout des expériences complémentaires que seul le point de vente peut apporter par rapport au online. Quatrième élément, nous allons aller vers du toujours plus connecté, bien évidemment, avec une réelle complémentarité du online et du offline. Ils ne sont plus opposés. Le digital est de plus en plus intégré dans le magasin, bien évidemment avec les approches de paiement sans contact, mais bien au-delà, pour pouvoir créer une relation qui accompagne le client dans son parcours, de chez lui jusqu'en magasin, et sans rompre le fil, en permettant d'apporter toujours plus de personnalisation, en permettant d'apporter des solutions qui vont favoriser à la fois la transmission d'informations, qui vont favoriser le partage, qui vont favoriser également le fait de faire des offres encore plus personnalisées aux consommateurs lorsqu'ils seront en point de vente. Et vous verrez tout à l'heure, Pierre-Emmanuel vous présentera une solution qui permet justement de bien, qui incarne cette interaction totale aujourd'hui entre le online et le offline, entre le parcours client en ligne et le parcours client et l'expérience client en point de vente. Je vais maintenant passer la parole à Marianne, qui va vous présenter comment vivre plus d'émotions en point de vente avec ces notions de showrooming. Marianne, je te laisse la parole. Merci. Tanguy, je pense que tu peux lancer. Il faut que tu partages la présentation, Marianne, s'il te plaît. Ça doit être bon là, tu dois pouvoir lancer. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien, Marianne, vas-y. Bon, très bien. Démarre, c'est bon. Bon, alors c'est vrai que Carole vous a parlé d'énormément de choses importantes et intéressantes aujourd'hui pour le retail. Elle a parlé également d'un point qui est essentiel, qui est de réenchanter le shopping. Alors la bonne nouvelle, c'est que on pourrait se dire oui, le digital a pris la main énormément pendant le Covid, et comment faire revenir nos clients en magasin, et le magasin finalement n'est-il pas un lieu plus de peur que d'envie. Il faut quand même remettre en perspective que la dernière étude RetailScope de janvier 2019 nous disait que 7 Français sur 10 voulaient privilégier quand même une expérience d'achat concrète. Ils ont besoin de voir, de toucher, d'expérimenter. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. On a quand même 55% des Français qui aujourd'hui considèrent le lèche-vitrine comme étant une activité de loisir. Donc, on a quand même un vivier important de nos Français qui aiment aller se promener et faire du shopping. Donc ça, c'est quand même aussi une très bonne nouvelle. Et je dirais que la nouvelle à prendre en compte peut-être de manière plus forte, c'est qu'on a aujourd'hui quand même 90% des Français qui veulent des boutiques originales, non standardisées. Donc, tout ça, ça rejoint tout à fait les points qu'on a pu voir avant avec Carole, qui sont que notre client, il a besoin aujourd'hui qu'on réenchante le shopping. Il a besoin de vivre une expérience particulière quand il arrive dans son point de vente. Et ça demande effectivement d'investir le point de vente. Donc, le réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, bon, la période a été compliquée, les chiffres d'affaires aussi, on va reporter un certain nombre d'investissements, et notamment des investissements qui sont souvent perçus comme très lourds, qui sont la capacité justement à amener une nouvelle expérience en magasin, et tout ce qui est problématique d'agencement et de décoration de magasin. Donc moi, je voulais échanger avec vous aujourd'hui sur
sur un système un peu malin qu'on a développé pour certains de nos clients, qui s'appelle le store staging. Et c'est vraiment, je pense aujourd'hui, une solution très intéressante pour investir intelligemment dans les points de vente, les rénover, leur donner un vrai coup de frais et en même temps en profiter pour harmoniser en fait la perception des points de vente, puisque vous êtes nombreux à avoir des problématiques de réseau importants dans lesquels vous avez des magasins, je dirais, locomotive sur lequel on investit de manière régulière et sur lequel on met en place des nouveaux concepts. Et puis, toute une autre partie de votre réseau, un petit peu, je dirais, à la traîne, qui, elle aussi, a besoin de connaître un rafraîchissement. Mais souvent, c'est l'investissement qui vous bloque dans cette logique-là. Et le store staging, c'est une solution pour investir intelligemment et répondre à ces questions-là. Parce que comme on le disait ensemble depuis le début, les marques enseignes, elles doivent se reconnecter physiquement avec leurs clients. Hein. Le digital, c'est bien, ça doit apporter du service, ça doit permettre de préparer un achat, mais ça ne doit pas privilégier une vraie expérience à l'intérieur du point de vente. Et pour ça, effectivement, on doit faire vivre une expérience sensorielle à nos clients. Les clients, comme je vous le disais, ne se rendent plus pour voir des produits exposés, mais ils ont vraiment besoin de vivre une expérience. Le magasin physique et en ligne, c'est plus que jamais de la complémentarité. Hein. On est vraiment dans une approche, on doit se mettre en ligne dans une approche unifiée du commerce. 81% de nos consommateurs, de nos clients, privilégient l'ambiance générale du magasin. Ils disent qu'elle est très importante pour qu'ils s'y sentent bien et que ça devienne un accélérateur de l'achat. Donc, on parle de la musique, on parle de la décoration, on parle de la lumière. Là, on parle aussi de tous les services digitaux qu'on peut apporter et on parle aussi de la relation avec les vendeurs. Donc là, aujourd'hui, ce dont on va discuter ensemble, c'est plutôt de quelle manière on peut investir en priorité sur un des piliers fondamentaux du magasin, qui est la théâtralisation et l'agencement du point de vente. Donc, le store staging, c'est quoi? Finalement, c'est une solution de rénovation light pour vos magasins qui est, on le pense, vraiment maligne aujourd'hui et encore plus maligne dans le contexte Covid actuel. Pourquoi? Tout simplement parce que dans cette méthode, on va s'appuyer sur le mobilier, sur les structures existantes. On ne va pas développer des nouveaux mobiliers, on ne va pas investir de manière importante dans une dimension CAPEX. Et dans cette réflexion qu'on va avoir de s'appuyer sur votre squelette de magasin, sur l'existant, on va attacher un effort particulier à respecter les codes de marque dans la démarche et dans le travail de design qu'on va pouvoir vous apporter, et bien évidemment de s'appuyer aussi sur vos concepts qui sont références. Et on va tirer une substance moelle de tout ça qu'on va venir appliquer dans le magasin pour augmenter l'expérience client et le rapprocher de vos codes de marque, le moderniser, le rafraîchir. C'est une approche aussi qui permet énormément dans notre logique de fonctionnement, de rationaliser les coûts au maximum. C'est-à-dire qu'on va trouver des solutions qui vont pouvoir être appliquées sur l'ensemble des magasins concernés pour rationaliser, d'une part, les achats, les coûts, mais également rationaliser la façon d'installer ces nouvelles décorations et ces nouveaux agencements dans vos points de vente. Et ça a l'avantage, un gros avantage également, c'est que du coup, comme on rationalise énormément la manière d'installer, on évite la fermeture du point de vente dans la plupart des cas. Donc, on a même des clients sur lesquels on a pu travailler carrément en journée, c'est-à-dire qu'on ne coupe pas le business, on travaille en journée, les clients circulent dans le magasin. Normalement, c'est nous qui nous adaptons en fonction des clients et des contraintes clients. Et quand ce n'est pas possible, on travaille de nuit. Donc voilà le principe global de ce système de store staging. Je me permets de partager avec vous du coup quelques images qui seront certainement plus parlantes pour vous montrer l'effet store staging. Vous voyez bien tout simplement un avant-après. Ce qui est assez intéressant, c'est que on va utiliser des matières différentes. On va utiliser, là en l'occurrence sur cet exemple, on a utilisé du sticker. On a énormément travaillé les matières pour développer
des supports qui soient résistants et totalement adaptés aux différentes zones du magasin. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout mettre les mêmes matières au sol, sur une caisse, puisque évidemment la caisse, il y a énormément de passages, les gens posent leurs affaires, c'est facilement abîmé, et ou des stickers qu'on va utiliser, comme vous le voyez ici, en grand format panoramique en arrière-caisse. Donc on vous apporte dans cette solution une partie de conseils design et créatif, qu'on travaille en collaboration en général avec vos partenaires, c'est-à-dire qu'on peut travailler avec votre cabinet d'architecture, on peut travailler également directement avec vos fabricants et vos agenceurs, et on vous apporte toute une technicité au niveau de la matière pour vous garantir l'effet, la qualité, la durabilité. Je vous montre un exemple un petit peu, je dirais, assez étonnant de ce qu'on peut réussir à faire. On a travaillé pour un de nos clients qui avait effectivement, comme vous pouvez le voir à gauche, une partie de son réseau qui était en grande difficulté. Et vous voyez à droite le résultat. On est sur un réseau sur lequel, une fois de plus, on a utilisé du PVC, du PMMA. On utilisait éventuellement des matières plus métalliques, comme le Dibond, très résistantes. Et on vient vraiment faire du store staging. Vous connaissez le principe du home staging. Là, on est vraiment sur du store staging. Et là où je trouve ça également intéressant, comme point à partager avec vous, c'est aussi dans cette logique de ne pas consommer, je dirais bêtement, le fait de s'appuyer sur de l'existant et de le revaloriser, de faire un peu d'upcycling, en fait, finalement, de votre mobilier existant. On est aussi dans une logique assez responsable de tirer profit de l'existant sans renouveler systématiquement la consommation et racheter des meubles et racheter et jeter et racheter et jeter. Donc là, on a vraiment une logique aussi intéressante de responsabilité dans la manière d'amortir finalement vos investissements initiaux, que je trouve intéressante dans le cas présent et de manière générale. Et on a surtout un point important, c'est qu'on est à plus de 50% de baisse de budget de rénovation avec ce système du store staging pour vos magasins. Il faut savoir qu'on est, et vous êtes nombreux à le savoir, plutôt aux alentours de 80-90 000 € quand on veut rénover un magasin aujourd'hui. Avec ce système, sur des réseaux où on va s'attaquer à une soixantaine de magasins, on est sur des budgets qui sont plutôt de l'ordre de 20 à 30 000 € par magasin, donc versus des 80 ou 90. Donc c'est, au-delà d'être une solution maligne, une solution qui, en plus, est très maligne en termes de coûts. Et après la période qu'on vient de traverser, je pense qu'effectivement, être malin sur les coûts, ça va être déterminant pour les mois qui viennent. Encore un dernier exemple de ce qu'on peut faire en termes de rénovation avec ce système qui vous permet de voir à quel point on peut très rapidement, puisque là, on fait, en général, il nous faut une nuit ou voire 2 nuits quand les magasins sont très grands pour intervenir, et pour que vraiment vos clients, quand ils reviennent en magasin du jour au lendemain, voient une différence qui est très, très, très significative. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Un autre exemple de store staging qui, pour le coup, là, a été appliqué pour un pop-up store, parce que le commerce de demain, c'est effectivement de nouvelles expériences clients, donc c'est pouvoir mettre vos clients dans une ambiance visuelle et sensorielle agréable, mais c'est aussi parfois déployer des moyens pour les surprendre, et le pop-up store peut être aussi une belle opportunité pour le faire, et le store staging est particulièrement adapté à ces logiques de pop-up store. Voilà, donc je voulais vous remercier beaucoup pour nous avoir écoutés, et je vais laisser la parole à mon collègue Pierre-Emmanuel Muller qui va vous parler d'une nouvelle solution. Merci Marianne. Merci pour tout ça. Donc, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle live session. On l'a vu avec Marianne, il est possible de faire plein de choses dans le magasin, dans la boutique. Carole l'a évoqué aussi, le e-commerce a pris une part importante dans les habitudes de consommation, et cette part ne va pas aller en s'amenuisant dans tous les domaines. Du coup, il faut donner envie et il faut donner des moyens pour que les consommateurs puissent aller en boutique, et c'est ce qu'on peut faire avec Easy Access. Si Tanguy, tu peux
passer sur la présentation pour qu'on puisse avancer. Easy Access, c'est une solution qui existe déjà, qui a été développée par le groupe Plannet, qui équipe déjà plus de 2000 boutiques, qui permet aujourd'hui de faire d'une contrainte une opportunité. Plus concrètement, c'est comment le sujet de distanciation sociale, qui a un impact très très fort dans le quotidien des commerçants et des consommateurs, comment on peut, de cette distanciation sociale, en faire un moment d'expérience shopping privilégié, avec une application qui est au départ là pour gérer la prise de rendez-vous et la file d'attente. Donc Easy Access, c'est une solution en mode SaaS assez simple qui permet de contrôler l'accès aux boutiques en accord avec la réglementation. Donc pas plus de X clients au même moment dans la boutique en fonction de la superficie de la boutique. La possibilité de gérer des files d'attente, que ce soit pour les gens qui ont réservé un rendez-vous, pour ceux qui viennent et qu'on va mettre en file d'attente spontanément, et ceux qui ont des accès prioritaires, que ce soit des soignants ou les populations à risque. Ça réduit la charge et l'impact pour les employés parce que c'est une solution, vous le verrez tout à l'heure, simple à prendre en main et à gérer pour les problématiques de flux entrant et sortant, pour être sûr qu'il n'y a pas plus de X personnes en boutique en fonction de l'autorisation qu'on a. La sécurité, bien sûr, des connexions et des accès à la plateforme. Et comme je vous le disais, une robustesse qui a déjà été démontrée par le nombre de boutiques, que ce soit auprès de clients comme Bata ou Douglas, le parfumeur. Concrètement, qu'est-ce que fait l'application? Elle met en relation des créneaux, du personnel et des équipements. Quand un consommateur va vouloir aller en magasin, quand il prend un rendez-vous, on doit pouvoir être sûr qu'il y a du temps disponible, le personnel qui est disponible et aussi des équipements, ce qu'on oublie souvent. Si on fait des expériences de maquillage ou de démonstration de produits ou qu'on a des espaces dédiés dans un magasin, on peut avoir encore de la place pour des clients, mais plus de place pour des clients pour des services particuliers. Donc tout le sujet est là, c'est de transformer le fait de devoir booker des créneaux en avance pour être sûr d'avoir une expérience en magasin et d'avoir la possibilité d'aller en magasin, transformer ça en un moment particulier de la manière la plus simple possible, en réservant des créneaux, et vous allez le voir, en réservant aussi des services. Donc concrètement, comment ça se passe? Je suis sur le site du commerçant que je souhaite découvrir, la boutique dans laquelle je souhaite aller. Je demande à réserver un créneau. Donc là, on va déjà proposer au consommateur de choisir la boutique dans laquelle il souhaite aller. L'import des magasins se fait très simplement avec un fichier Excel ou un fichier XML qu'on peut produire sur la base des logiciels métiers. Je peux choisir le commerce le plus proche de chez moi ou un autre en fonction des services qu'il propose. Je vais choisir un créneau pour ma visite de 30 minutes à 1 heure, à 2 heures. C'est selon ce que le gérant ou le gestionnaire de boutique ou la franchise au total va vouloir configurer. C'est complètement paramétrable. Ensuite, je choisis le département ou la catégorie de service qui m'intéresse. Si on est là, par exemple, dans des boutiques d'articles de sport, on peut vouloir aller au tennis, au basketball, au golf. Donc, ça permet aussi de gérer des jauges différentes au sein du magasin. Et là, tout l'intérêt de la solution, c'est de transformer quelque chose qui serait assez froid et voire pas forcément intéressant. Si j'ai envie d'aller acheter l'intégrale Visconti, je peux très bien le faire sur Amazon ou sur la Fnac en ligne, me le faire livrer sans bouger de chez moi et garder mon temps pour autre chose. En revanche, si j'ai envie de découvrir autre chose, c'est là que c'est tout à fait intéressant de proposer des services et de rendre la visite en boutique beaucoup plus intéressante et beaucoup plus chaleureuse. Donc les services peuvent se définir. L'application gère une logique de catalogue de services et elles peuvent et ce catalogue peut être connecté directement à une API, que ce soit la plateforme e-commerce de l'enseigne, soit on vous la propose, ce qui permet de réserver la prestation directement en ligne, ce qui rend l'expérience en boutique encore plus fluide et plus souple. C'est-à-dire qu'on a même le cas où les créneaux et les visites sont réservés, payé et offert à des tiers en disant je t'ai réservé en boutique, comme on le fait déjà actuellement avec tout ce qui peut être du soin, mais là on va beaucoup plus loin et on peut offrir ça. Une fois qu'on a tous ces éléments, l'application propose un créneau disponible que la personne va pouvoir choisir.
Ensuite, il y a une période, une phase d'identification, ce qui peut être aussi connecté avec un CRM existant au sein de l'enseigne pour qu'il n'y ait pas besoin de redonner ses coordonnées. Ça peut permettre d'embaser, bien évidemment, mais ça peut aussi aller plus vite. Douglas, par exemple, a connecté la plateforme de réservation à sa plateforme de feed, ce qui permet d'offrir d'autres services ou donner un accès prioritaire aux clients qui sont déjà clients de la marque, pardon. On reçoit à ce moment-là un QR code par email, par SMS aussi, c'est possible. Une fois que là, donc, on a booké, le client reçoit un rappel de son créneau en amont de sa visite pour être sûr qu'il n'oublie pas. S'il est déjà en train de se promener, on lui dit que c'est le moment d'y aller. Arrive en boutique, moment très important, pour les équipiers, l'application pour scanner, elle est toujours active parce que les masques ne permettent pas forcément de déverrouiller les téléphones, les gants rendent la chose pas pratique, donc la caméra est toujours active avec un œil sur la jauge, donc on voit combien il y a de personnes en boutique. On a aussi la file d'attente prioritaire, enfin la file prioritaire pour soignants, personnes en difficulté, et les clients qui viennent sans réservation, on les affecte au premier créneau disponible, s'il y en a encore dans la journée et s'ils correspondent à leurs besoins. Concrètement, quel service? On a fait l'exercice et on a repris des exemples qu'on a déjà mis en œuvre. On prend une enseigne comme Botanique. Alors, il y a toujours la logique de personal shopper qui va m'accompagner, qui va me donner des conseils pendant mon moment en boutique, ce qui existait déjà auparavant. Mais là, ça va être un moment privilégié parce que vu qu'il y a aussi moins de monde en boutique, c'est un moment personnel, plus intime. Les journées club, ce qui existe déjà aussi avec les logiques de carte de feed et des soirées VIP. Mais là, on peut imaginer un atelier semi, plan de jardin, permaculture. Carole parlait de Monsieur Store tout à l'heure. Ça peut être aussi comment je vais rénover, comment je vais travailler, et puis on peut faire des moments plus personnalisés. La grande récré, donc il y a aussi tout ce qui peut être marronnier, les moments clés de l'année avec ma liste de Noël, l'anniversaire, mais de la découverte de jeux de plateau, un atelier bijoux, photocall avec l'événement, le film qui sort, tous les jouets qui sortent avec la franchise, et il y a un animateur qui est là, et c'est là qu'on voit que ce qui est un moment particulier, donc j'ai une contrainte, je dois gérer des files d'attente, je dois gérer des jauges, j'en profite pour mettre en place des services, et c'est quelque chose qui peut s'installer dans la durée et qui peut être ritualisé, sanctuarisé pour la suite, c'est-à-dire que des ateliers jeux de plateau, une fois que les problématiques sanitaires seront levées, c'est quelque chose qu'on pourra garder et faire des partenariats avec des marques, avec des clubs, etc. Célio, dont Marianne parlait tout à l'heure, un atelier retouche, on a aussi mon premier costume dans tout ce qui est habillement, ça peut être l'occasion justement de faire du relooking ou des événements particuliers, des collaborations, vous venez et on a un créateur de la marque qui est là et vous discutez avec lui, voilà. Donc le sujet de proposer des services en plus, avoir un catalogue de services, il marche pour tout le monde. Là, vous pourrez demander à recevoir la présentation après la live session. Vous voyez qu'il y a des exemples pour tout le monde. Ça permet de faire quelque chose de plus et de rendre l'expérience en boutique vraiment, vraiment intéressante et de faire donc ce qui était une opportunité, ce qui était une contrainte, une opportunité durable pour les marques et pour les clients. Voilà. C'était que j'avais à partager avec vous ce matin et je vais arrêter ma présentation pour rendre la parole à Alain. Voilà. Merci Pem. Voilà, donc premier point, est-ce que dans le fil de la conversation, il y a des questions, Perrine? Non, il n'y a pas de questions dans le fil de la conversation. Tout était probablement très clair, mais n'hésitez pas, vous pouvez encore, dans les dernières secondes, minutes, poser une question dans le fil des questions-réponses. Super. Donc un grand merci. J'espère qu'on vous a fait sentir le fait que cette période difficile que nous avons vécue permet de réinventer, d'innover et de passer à une autre étape en fait de la relation au client, et qu'il y a plein de solutions qui existent, qui sont à la fois pas forcément coûteuses, malines, et qui tiennent compte de ce qui va s'accélérer, c'est-à-dire la différenciation entre l'achat pur et l'expérience, avec une coexistence, une concomitance entre l'offre digitale et l'offre réelle, on va dire. Donc il y a plein de choses à faire et à réinventer. Je tenais à remercier d'abord toutes les équipes techniques qui nous ont permis de faire ces 4 sessions de cette première saison de Live Session Service Plan pour cette période de confinement et d'après-confinement. Nous reviendrons vers vous très prochainement
sur d'autres sessions qui vont arriver, puisque ce format est un format sur lequel vous avez été très nombreux à être intéressés. Au total, on aura eu plus de 350 participants. Donc, je trouve que c'est intéressant de continuer. On reviendra vers vous, évidemment, en vous informant des prochains modules. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Merci à nouveau à tous les participants, à toutes celles et ceux qui ont été présents à notre écoute et tous ceux qui ont permis à ce format d'exister. Je vous souhaite une très très belle journée et une très belle fin de semaine. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.